Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier webinaire organisé par Use Concept. Euh, le webinaire va porter sur les bonnes pratiques pour les tests utilisateurs. Donc on va un petit peu parler des dispositifs médicaux, mais c'est pas forcément l'objectif principal. Ce qu'on voulait faire dans ce premier webinaire, c'est parler un peu vraiment de notre retour d'expérience sur comment organiser un test. Et on est vraiment axé là pour cette session-là sur les astuces, les bonnes pratiques pour faire en sorte que le test se passe bien, autant dans la planification que dans la réalisation. Donc en fait, alors nous sommes deux ici pour ce webinaire. Donc j'ai commencé par me présenter, donc Nicolas Leroy, donc ergonome spécialisé dans l'ergonomie des dispositifs médicaux et cofondateur, co-dirigeant de la société Use Concept. Et donc je suis accompagné, je tourne un peu ma caméra, de Fabien. Donc je te laisse te présenter. Bonjour, donc Fabien, je m'occupe principalement de la communication de Use Concept. Et donc au cours de ce webinaire, en fait, je vais m'occuper principalement de gérer le flux de questions. Donc si vous avez des interrogations, tout simplement pendant le webinaire, n'hésitez pas à vous servir du chat. Et donc moi, je récupérerai toutes vos questions. Et puis à la fin, avec Nicolas, on prendra un peu de temps pour répondre à toutes vos questions. Voilà. Ok. Donc, alors, on a prévu 1 heure. L'objectif, c'est que je présente pendant, on va dire, une bonne demi-heure, enfin 25-30 minutes à peu près. Et l'idée, c'est qu'après, on ait quand même un espace pour échanger et répondre à vos éventuelles questions. Voilà, donc c'est parti. Alors, je vais commencer par rapidement présenter l'entreprise, Use Concept, en 1 ou 2 minutes, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, on est situé à Los, sur le campus du CHR de Lille. Et on est spécialisé en ergonomie, design, UX des dispositifs médicaux et notamment via l'application de la norme EN 62366, qui est la norme qui donne une présomption de conformité par rapport au règlement européen pour les dispositifs médicaux. Dans ce cadre-là, on applique également la conception centrée utilisateur et on applique aussi l'expérience utilisateur. Donc, au niveau des prestations, je ne vais pas toutes les décrire ici. Globalement, on prend en compte toutes les étapes de la création d'un produit, donc de l'analyse des besoins, éventuellement l'analyse des risques quand c'est un dispositif médical, la conception et les différentes étapes d'évaluation, notamment les tests utilisateurs sur lesquels on va se focaliser aujourd'hui. Donc, principalement, on travaille dans le domaine des dispositifs médicaux, mais on travaille aussi sur d'autres domaines liés à la santé, donc tout ce qui est pharmaceutique, informatique médicale, et d'une manière globale sur tout ce qui est produits utilisés en santé et les innovations. Donc, quelques photos de nos infrastructures. Donc, on a à la fois des salles de co-création avec des endroits pour faire germer des nouvelles idées ou animer des ateliers de créativité. On a aussi des salles de test, vous verrez quelques photos au cours de ce webinaire, donc, où nous réalisons régulièrement des tests utilisateurs pour l'évaluation de produits. Après des salles de réunion classiques, et aussi on peut avoir accès via nos partenaires à des espaces de simulation, soit pour mieux comprendre l'activité, essayer de cogiter sur la création d'un nouveau produit, mais éventuellement aussi pour faire des évaluations et des tests utilisateurs. Donc les objectifs très rapidement, donc l'idée c'est de vraiment, comme je disais en introduction, donc c'est de passer sur les bonnes pratiques, les petites astuces entre guillemets qu'on a pu récolter au fur et à mesure de notre activité, qui vous permettent de réussir votre activité d'évaluation de votre produit et pour les tests. On verra déjà quels sont les avantages de réalisation d'un test. Ensuite, on verra les aspects de planification qui sont pas forcément les plus simples à mettre en place, le protocole, le recrutement, la logistique aussi à prendre en compte, qui peut être aussi parfois complexe. L'intérêt de faire un pré-test et on verra après comment passer et analyser les résultats. Alors juste en introduction, je vous présente très rapidement le processus décrit par la 62-366, qui décrit le processus à mettre en place pour concevoir et valider l'ergonomie d'un dispositif médical. Donc il y a les spécifiques d'usage, conception, plan d'évaluation, analyse des risques aussi en amont, je passe un peu rapidement, les différentes évaluations, et après il y a tout ce qui concerne la rédaction du dossier technique. Voilà, donc on accompagne les fabricants sur toutes ces étapes-là.
Ici, pour ce webinaire, on va se focaliser sur les différentes étapes formatives, sommatives et sur précisément les tests utilisateurs. Alors déjà, première question qui est globale, qui n'est même pas spécifique dispositif médical, c'est qu'est-ce qu'un test utilisateur? Alors pour ceux qui n'en ont jamais réalisé, donc je vais vous présenter vraiment en quelques secondes. Donc le principe, vous avez un produit qui peut être un prototype et qui peut être une version bêta, une version qui devrait être commercialisée. Donc vous prenez des utilisateurs, parce que moi j'ai mis ici des sujets naïfs. Naïfs dans le sens où ils ne connaissent pas le produit. C'est vraiment une découverte du produit. Donc vous les recrutez, vous les mettez en confrontation avec le produit. Les passations se font personne par personne, une personne à la fois. Vous essayez d'être réaliste dans la mise en situation du produit et vous observez tout simplement comment la personne s'en sort. L'utilisation pour elle est facile, intuitive ou pas? Est-ce qu'elle a fait des erreurs ou pas? Et après, vous faites une analyse qualitative et quantitative de ces résultats. Voilà pour le principe vraiment très, très global. Alors, pourquoi faire un test? Donc là, j'ai mis deux niveaux. Le premier niveau qui est plutôt, vous voyez sur la droite, le logo marquage qui est utilisé pour le marquage CE. Donc, c'est déjà une quasi-obligation pour la validation des dispositifs médicaux. Donc, si on reprend les différentes étapes de l'évaluation, l'évaluation formative et l'évaluation sommative, donc, quand c'est une évaluation formative, là, on est dans l'esprit de vérification. Vous avez fait une première version de votre produit. Vous ne savez pas si les utilisateurs finaux, les vrais utilisateurs, finalement, vont s'en sortir, vont comprendre. Vous mettez en place un protocole de test, vous les observez et vous regardez si les résultats sont corrects. Donc, ça fait partie du cycle de conception. C'est vraiment, dans l'esprit, c'est vraiment itératif. Vous faites une campagne d'évaluation, une campagne de test, vous notez ce qui doit être amélioré et vous retestez, et ainsi de suite. Quand la conception est finie, vous avez à faire l'évaluation sommative. Donc là, l'objectif est de valider l'ergonomie. Donc là, c'est sur la version finale. Donc c'est un protocole qui est plus strict, plus rigoureux. Et l'objectif, c'est d'avoir des preuves tangibles de la qualité de l'ergonomie de votre interface. Et de manière aussi globale, ça aide aussi l'équipe projet à se rendre compte que finalement, les utilisateurs ne sont pas les concepteurs. C'est pas parce que dans l'interne, dans l'équipe, vous trouvez le produit super intuitif, super convivial, que ça sera forcément le cas des utilisateurs. Les utilisateurs n'ont pas la même connaissance, n'ont pas fait les mêmes études, et aussi ne sont pas impliqués au jour le jour dans le produit. C'est une vraie découverte. Donc là, ça aide à se rappeler que les personnes lambda ne perçoivent pas le produit comme vous pouvez le percevoir en conception. Donc ça permet d'identifier les points forts et les défauts de l'interface. Quand vous êtes en phase de conception, ça aide à trouver des pistes d'amélioration de votre produit. Et ça vous permet éventuellement, donc là je fais une petite aparté, si vous êtes dans une démarche UX, expérience utilisateur, d'évaluer aussi la satisfaction des utilisateurs par rapport à votre produit. Sur l'ergonomie, mais ça peut être aussi un peu plus large. Éventuellement, on peut aller sur les aspects esthétiques ou autres. Donc voilà pour l'objectif de réalisation d'un test. Et en fait, quand vous décidez de faire un test, il y a toute une étape de planification qui est extrêmement importante et qui nécessite certaines précautions. Déjà, le choix du timing. De manière globale, on peut faire un test à peu près à toutes les étapes de conception du produit, mais on ne va pas le faire exactement de la même façon si c'est très en amont dans le projet ou si vous êtes juste avant la commercialisation. De façon simple, on peut considérer que si vous êtes très en amont, vous êtes dans les premiers protos, les premiers jets de conception, vous allez avoir un rapport coût-bénéfice très intéressant. C'est-à-dire que là, vous êtes assez peu avancé dans la conception et si vous trouvez des défauts dans l'interface, ça sera assez peu coûteux, ça vous demandera pas beaucoup d'efforts pour y remédier. Par contre, on n'est pas forcément très réaliste parce que c'est encore des protos qui sont assez loin de ce que sera le produit final. Par contre, si vous êtes très en aval ou juste avant la commercialisation, là c'est un peu l'inverse en fait. Vous aurez des résultats qui seront beaucoup plus proches de l'utilisation finale parce que le produit est fini ou quasi fini. Par contre, à l'inverse, si vous trouvez des défauts ou des choses à améliorer, à modifier dans l'interface, ça peut être beaucoup plus coûteux parce qu'il faut refaire tout un tas d'éléments, refaire certaines validations par ailleurs.
Donc voilà pour le choix du timing, hein. Il n'y a pas de bon timing dans l'absolu. Dès que vous pouvez, faites un test en sachant que voilà, c'est toujours un compromis entre le réalisme et après la facilité de modification par la suite. Il y a une difficulté vraiment liée à la planification des tests parce qu'il y a pas mal de choses à synchroniser. Donc là, je vais parfois avoir l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, hein, mais ça fait partie des éléments à prendre en compte et surtout à anticiper dans la planification pour essayer d'éviter d'avoir des gags, hein, dans l'exécution. Et en fait, il faut synchroniser la disponibilité de plusieurs éléments. Déjà du prototype à tester, éventuellement du support technique, hein, si vous testez un logiciel et vous commencez à planifier les tests, bah, il faut être sûr que, ça peut paraître bête, hein, dit comme ça, mais il faut être sûr que le prototype soit disponible au moment où vous allez faire les tests, voire même idéalement, il sera disponible un tout petit peu avant, histoire que vous puissiez vous l'approprier et pas le découvrir le jour où vous faites vos évaluations. Éventuellement, le support technique, hein. Si c'est un dispositif assez complexe qui peut tomber en panne, hein, c'est très souvent le cas quand c'est un prototype. Les prototypes, ça tombe tout le temps en panne, mais il faut aussi avoir quelqu'un qui pourrait dépanner rapidement le produit si c'est le cas. Mais il faut aussi synchroniser la disponibilité des sujets. Il faut aussi les recruter. Ça, on verra un petit peu par la suite comment les bonnes pratiques. Mais il y a aussi les disponibilités des salles et aussi des évaluateurs. La personne qui fait passer le test, il faut qu'elle soit également disponible. Donc tout ça doit être synchronisé et anticipé. Et il faut aussi prévoir l'après-test, en fait, hein. L'objectif d'un test, surtout si vous êtes en cours de conception, il est surtout d'avoir un impact sur la conception du produit, d'apporter des améliorations. Donc, il faut aussi prévoir les ressources humaines et la logistique, hein, pour savoir qui va analyser les résultats, qui va prendre la décision de modifier de telle ou telle partie. Souvent, quand on fait un test, on a beaucoup d'éléments, beaucoup de pistes d'amélioration, on ne peut pas tout faire. Donc, il faut aussi arbitrer, il faut trancher. Donc ça, il faut aussi prévoir ça. Et en fait, bah, tout simplement, bah, il faut aussi prévoir les ressources humaines pour apporter des modifications et avoir un vrai impact sur le produit. Dit de façon un peu caricaturale, hein, si vous faites un test sans prévoir de phase de réingénierie derrière, bah finalement, c'est pas tellement efficace, ça sert pas à grand-chose, sauf si c'est vraiment on va sur le marché ou pas. Mais voilà, en tout cas, il faut vraiment l'anticiper. Maintenant, par rapport au protocole, donc la bonne pratique, hein, c'est de créer un protocole, alors qui peut faire quelques pages ou qui peut être beaucoup plus étoffé, c'est en fonction du contexte, mais en tout cas, c'est vraiment une bonne pratique. Alors, si je me place là pour le coup un tout petit peu dans le cadre des dispositifs médicaux, donc le protocole, il est surtout obligatoire en sommative. En formative, c'est vrai que là, je l'ai mis formative, mais c'est plutôt une bonne pratique. Et en tout cas, si vous êtes dans le cadre du marquage CE et vous devez faire une évaluation sommative de votre produit, sachez que le protocole fait partie des pièces obligatoires et qui est vraiment scruté par les auditeurs. Il y a beaucoup d'informations obligatoires. Donc, je n'ai pas le temps de les lister ici. Éventuellement, contactez-moi si vous voulez en savoir plus. Quand on est hors dispositif médical, il y a un produit global, il n'y a forcément pas d'obligation, mais c'est vraiment une bonne pratique. Ça vous permet de figer les informations, de savoir ce que vous voulez faire et d'être sûr de ce que vous voulez observer. Voilà, ça vous permet de réfléchir aux données récoltées. Ça vous permet aussi d'être constant dans la mesure. Si vous faites plusieurs sessions, où vous testez 5, 10, 20 sujets, bah, le fait d'avoir bien documenté votre protocole, bah, vous serez plus régulier et plus efficace dans votre évaluation. Et si vous êtes plusieurs évaluateurs, le fait d'avoir structuré, figé les éléments que vous voulez rechercher, bah, vous aurez une bonne fidélité, c'est-à-dire qu'en fonction des évaluateurs, vous allez chercher les mêmes choses et vous allez avoir des résultats qui pourront être comparés. Et l'intérêt aussi, hein, au-delà de le faire pour soi, c'est aussi de pouvoir se faire relire et de le faire valider. Euh, Quand on travaille sur un produit, on est rarement seul à travailler sur l'ergonomie d'un produit. Il y a souvent toute une équipe qui est impliquée. Le fait de le faire relire, on est sûr qu'on n'a pas oublié certains éléments importants et que bah, finalement le protocole va être pertinent. Ouais, une fois que vous avez créé le protocole, vous allez recruter, hein, le sujet, dont j'en ai déjà un peu parlé dans la partie organisation. En fait, là, ce qu'il faut, alors ça, c'est surtout une obligation pour le marquage CE, il faut décrire le profil des utilisateurs. Ça va vous permettre de pouvoir bien les recruter. La première question, c'est est-ce qu'on recrute des utilisateurs finaux? Alors, pas forcément. Si vous êtes dans une toute première phase du projet, vous avez un premier jet, vous pouvez très bien faire des tests utilisateurs
avec des personnes qui sont dans votre entreprise. L'idée de voir si déjà, est-ce que l'interface que vous avez conçue, bah, elle est intuitive, est-ce qu'elle est facile à utiliser, ou est-ce qu'au contraire, les personnes s'arrachent les cheveux et ne sont pas capables de l'utiliser. Donc voilà, donc c'est pas forcément une obligation. Disons que plus vous avancez dans la conception du projet, plus ça devient intéressant, plus ça devient pertinent. Quand vous êtes aux deux tiers ou trois quarts de la conception, c'est comme bien de pouvoir faire intervenir des vrais utilisateurs avec le vrai profil afin de s'assurer qu'il n'y a pas d'écart entre ce que vous voulez faire et ce que vous êtes en train de réaliser. Là, si je me mets dans le cadre de l'évaluation sommative pour les dispositifs médicaux, le fait de recruter des utilisateurs finaux est obligatoire pour l'évaluation finale, avant la mise sur le marché. Donc, quand vous devez recruter des utilisateurs, bah, ce qui est intéressant, c'est de définir un peu quels sont les critères pertinents par rapport aux personnes que vous voulez recruter. Il n'y a pas de critères dans l'absolu, ça dépend vraiment du type de produit que vous voulez évaluer, le profil des utilisateurs. Ça peut être des tranches d'âge. Si vous les évaluez des produits qui sont utilisés par des enfants, bah, vous dites bah, mes utilisateurs ont entre 6 et 18 ans, par exemple. Vous pouvez faire des catégorisations. Si c'est utilisé pour des personnes âgées, très âgées, vous pouvez dire bah, voilà, je prends 50% entre 60 et 60 et 75 et la moitié de plus de 75, par exemple. L'idée, c'est vraiment de coller au profil de vos utilisateurs réels. Ça peut être le sexe, si c'est pertinent. Alors le sexe, on le prend soit s'il y a une importance sur anthropométrie, est-ce que le fait d'être grand ou pas a une importance, est-ce que la force a une importance ou pas. Voilà, ça peut être intéressant. Catégorie socio-professionnelle, donc ça c'est le niveau d'études hein, globalement. Ça peut être pertinent. Si vous testez une application grand public, l'idée c'est d'avoir une répartition à peu près homogène de la population que vous testez. Ne pas prendre que des bac+5, mais aussi pas prendre un peu des gens qui ont tout le niveau d'études représentatif de la population. Voilà, etc. Je ne vais pas tout passer, ça sera un peu long, on va déborder un petit peu. L'expérience avec les produits similaires peut être intéressante, voire même si vous travaillez sur une nouvelle version d'un produit, une V3, bah, il peut être intéressant de panacher vos utilisateurs pour le test, prendre par exemple un tiers ou la moitié des personnes qui connaissent déjà la V2 ou la V1, et aussi des personnes qui ne connaissent pas, qui ont le profil des utilisateurs, mais qui utilisent d'autres produits de la concurrence. Alors, quelques points d'attention, hein, là, c'est vraiment le retour d'expérience qu'on peut avoir au fil de nos projets. Attention aux profils rares ou peu disponibles. Donc, plus votre profil est rare, plus il faut anticiper. Donc, on doit recruter 15 neurochirurgiens pour une évaluation. On s'y prend plusieurs semaines, voire plusieurs mois à l'avance, parce que c'est des profils difficiles à attraper et qui ont un calendrier assez déjà bien rempli. Quand vous recrutez des professionnels de santé, il y a pas mal d'obligations, hein, donc il faut les avoir également en tête hein, quand vous recrutez. Faire la déclaration CNOM hein, pour les médecins, par exemple, la déclaration loi transparence à faire après, etc. Enfin, il y a pas mal d'obligations légales à ne pas oublier. Attention aussi, si vous recrutez des professionnels de santé qui travaillent dans la fonction publique, hein, dans les hôpitaux publics, il y a une autorisation de cumul si vous voulez les rémunérer. Donc c'est pareil, ça prend du temps, c'est aussi des choses à anticiper. Donc pour les mineurs, hein, ça faut l'autorisation des parents, la présence des parents, c'est pareil à anticiper. Les vacances, ça aussi, c'est un élément qu'on prend en compte hein, quand on planifie un test. Parfois, certains profils sont plus faciles à recruter pendant les vacances, hein. Si vous testez des enfants, bah voilà, ça sera plus simple si vous faites pendant les vacances scolaires. À l'inverse, si vous testez des professionnels de santé, les vacances, c'est une période qu'on essaye d'éviter. Parce que soit les personnes sont en vacances et n'ont pas envie de faire des tests parce qu'elles sont parties, sont à la plage, ou alors c'est les personnes qui restent, bah, remplacent les personnes qui sont en vacances et sont un peu débordées. Donc voilà, c'est des paramètres aussi à anticiper. Vous pouvez avoir des désistements. Ça, c'est que ce soit du grand public ou du professionnel, donc c'est pareil, c'est à anticiper. Parfois, ce qu'on fait, on veut vraiment respecter les délais et qu'on a peur qu'il y ait des désistements, bon, on peut recruter un peu plus de personnes que prévu. Si vous voulez être sûr d'avoir 15 personnes testées et que le test, la campagne se termine fermée, vous pouvez recruter par exemple 17 ou 18 personnes, comme ça vous anticipez des désistements potentiels. Parfois, le comité d'éthique peut être saisi, notamment le CPP hein, pour la France. Si vous estimez que vos tests peuvent, d'une manière ou d'une autre, avoir un impact sur la santé mentale ou autre du patient, donc ça peut être pertinent de saisir le comité d'éthique. Mais c'est pareil, ça, il faut le faire un petit peu en avant parce que ça prend du temps.
Et enfin, si vous payez, hein, notamment, là, ça rejoint un peu l'autorisation de cumul et la déclaration CNOM. Si vous payez vos utilisateurs, donc c'est pareil, il y a des choses à anticiper, et notamment pour les professionnels de santé. Au niveau de la logistique, hein, l'important, c'est de rien oublier. Donc, ça peut paraître bête, hein, mais il faut prévoir la salle. Donc, ça peut être une salle de test. Vous voyez une belle illustration de notre salle de test sur la droite. C'est pas forcément obligatoire, c'est plus une notion de confort, hein, pour les évaluateurs et les personnes qui observent. Mais vous pouvez aussi faire le test dans une salle de réunion, mais ça peut être aussi sur le lieu de travail, hein. Parfois, il y a des tests qu'on fait à l'hôpital parce que les personnes ne peuvent pas se déplacer, ou alors parce que la logistique fait que c'est plus simple de faire les tests. En tout cas, il faut l'anticiper. Bon, c'est bien de faire un accueil café, éventuellement d'avoir une salle d'attente, hein. Si vous avez plusieurs personnes qui font les tests, il faut prévoir un endroit où ils peuvent attendre tranquillement et de façon un peu conviviale. Alors là, aussi l'aspect logistique, hein, si vos utilisateurs doivent se déplacer, voilà, attention à qu'ils ne se perdent pas. Donc il faut peut-être un numéro de téléphone qu'ils peuvent appeler s'ils sont perdus, mais idéalement c'est d'avoir un plan, des instructions très claires, hein. Là, je vous parle de façon très pragmatique, hein, mais voilà, ça fait partie des choses qu'on a déjà expérimentées de nombreuses fois. Donc il faut anticiper ces éléments-là. Il y a des documents légaux, donc là je passe, hein, mais il faut pas, c'est pareil, il faut les imprimer, il faut les préparer, il faut que tout soit hyper fluide pour les tests. Donc ça peut être les engagements de confidentialité, droit à l'image et ainsi de suite. Et si préparer toute la logistique, hein, si vous avez des câbles, des caméras, donc là ces éléments aussi à préparer pour le test et comme des consommables. Alors ça peut être le café, hein, pour donner aux utilisateurs. Mais ça peut être aussi, si vous utilisez des gants, des lingettes, des éléments divers et variés, c'est pareil, il faut anticiper. Et ça fait partie des choses qu'on note et qu'on check, hein, avant l'organisation et la réalisation d'un test. Parfois, vous pouvez aussi anticiper des difficultés potentielles pendant un test. Alors, ça peut être le grand classique, hein, bon, au-delà du désistement des sujets, hein, qu'on a déjà vu, ça peut être le prototype qui tombe en panne. Alors ça, c'est un très grand classique. Alors, ce qu'on peut faire par rapport à ça, bon, c'est avoir un technicien, on l'a vu déjà tout à l'heure, qui peut vous le dépanner assez rapidement. Mais ça peut être une redondance, c'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez avoir deux, trois prototypes, comme ça, si jamais le premier tombe en panne, voilà, vous n'êtes pas bloqué, vous pouvez comme faire les tests parce que les gens sont dans votre salle d'attente, hein, ils attendent, et vous avez comme, vous pouvez planifier, enfin, continuer à faire vos évaluations. Si vous n'avez pas la possibilité d'avoir une deuxième version, ça peut être le cas pour un logiciel, hein, vous pouvez avoir des plans B. Moi, ce que j'aime bien faire quand je dois tester un logiciel et je sais qu'il peut planter, le truc n'est pas encore stable du tout, vous pouvez faire par exemple plusieurs copies d'écran. Vous les avez en backup, hein, soit imprimées, soit en PowerPoint sur votre ordinateur, par exemple. Si jamais le système plante, au moins vous faites un test. Alors en version dégradée, vous montrez les copies d'écran, vous demandez au sujet ce qu'il comprend, où est-ce qu'il pourrait cliquer, et ainsi de suite. Mais au moins vous n'êtes pas sans rien. C'est mieux que rien, donc, surtout quand vous êtes en formative. En sommative, c'est plus compliqué. Là, vous devez avoir la version finale. Mais si vous êtes en phase de réingénierie, là, ça peut très bien faire l'affaire. Donc voilà, les sujets perdus, les désistements, ça on a déjà parlé pendant le recrutement. Voilà, ça fait malheureusement partie des classiques des tests utilisateurs. Ça peut être aussi des retards que j'ai pas noté ici. C'est pour ça que si c'est bien d'être à deux pour faire les tests, une personne qui gère les sujets perdus, les sujets en retard, qui fait éventuellement fait signer les consentements, et vous avez votre collègue ou vous-même, hein, qui fait passer les tests. Et là, vous êtes serein, vous vous consacrez vraiment à la réalisation des tests. Avant de faire le test en lui-même, d'avoir les vrais sujets, vraiment la bonne pratique, hein, c'est de faire ce qu'on appelle un pré-test. Donc, c'est-à-dire que vous vous mettez en situation et vous faites vraiment comme si vous faisiez le test en lui-même. Donc, c'est avec l'aide d'un compère ou un collègue, hein, classiquement, on prend un collègue qui connaît pas trop le protocole et qui joue le rôle du naïf et vous faites vraiment comme si c'était le vrai sujet. Donc, ça permet déjà de valider le protocole assez régulièrement. On donne la dernière touche au protocole une fois qu'on a organisé les pré-tests. Donc, c'est un peu la touche finale, en fait, hein. Ça peut être l'enchaînement des consignes. Peut-être en faisant vraiment concrètement le pré-test, on se rend compte que peut-être certaines consignes s'enchaînent mal. Peut-être qu'on va faire celle-là avant, celle-là après, on va les déplacer. Ça permet aussi d'anticiper les biais. Notamment, c'est parfois en le faisant, lors du débriefing du pré-test, qu'on se rend compte que certaines consignes sont trop guidante, ou à l'inverse, trop difficile. Donc voilà, ça permet aussi d'ajuster ces éléments-là. Ça permet aussi de savoir à peu près combien de temps le test va durer.
Donc ça permet de valider le protocole, d'être sûr qu'on est vraiment valide par rapport à ce qu'on veut évaluer. Mais ça permet aussi de se sentir plus serein pour l'évaluateur. Il a déjà fait une répétition, il a mieux le protocole en main. Il sait au niveau de la logistique où on sait mieux comment faire, où est-ce qu'on pose l'élément, le proto à quel endroit on va le poser sur la table, où on va placer la caméra, quel angle on va mettre, à quel moment on va zoomer ou pas. Voilà, tout un tas d'éléments qui peuvent paraître bêtes, mais qui contribuent au fait que déjà vous êtes zen quand vous faites la passation des tests, mais aussi qui vont faire que vos résultats seront de meilleure qualité et seront plus fiables. Alors, les pré-tests, ça, c'est vraiment quelque chose qui est. Alors, avec l'expérience, hein, moi, ça fait à peu près 25 ans maintenant que je fais des tests. J'aurais pu me dire peut-être il y a 20 ans qu'avec l'expérience, avec l'expérience, je n'aurais plus fait de pré-test, mais moi, c'est plutôt l'inverse. Maintenant, avec l'expérience, je ne me pose même plus la question, le pré-test, c'est systématique, que ce soit un test simple ou un test un peu complexe. Pour les tests très complexes, il arrive parfois qu'on en fasse deux, voire trois, pour vraiment être sûr que tout se passe bien et que ça soit le plus fluide possible. Alors pour les passations en elles-mêmes, hein, comme on l'a dit, c'est vraiment un sujet à la fois. Alors parfois, si vous avez plusieurs personnes qui font l'activité, on imagine un binôme infirmier-médecin par exemple, hein, à ce moment-là, si c'est le test se porte sur le médecin, on aura un complice qui jouera le rôle de l'infirmier et qui va juste répondre aux ordres du médecin et inversement. Et voilà, mais c'est vraiment important d'avoir une personne à la fois. Si on est plusieurs sujets naïfs qui interagissent en même temps, ça peut être intéressant, mais c'est plus vraiment un test. On est plus dans une sorte de simulation. On peut apprendre des choses, mais on s'écarte de la procédure classique vraiment rigoureuse des tâches utilisateurs. Donc, il faut suivre les consignes, hein. Les consignes, idéalement, vous les avez décrites dans votre protocole de test, donc vous les lisez. L'idée, c'est vraiment important de les lire parce que sinon, instinctivement, vous allez modifier un peu votre verbalisation et ça peut introduire des biais. Donc, c'est important de rester assez rigoureux par rapport à ça. Par contre, si vraiment les sujets ne comprennent pas vos consignes, bon, on le répète une deuxième fois. Par contre, si vraiment la deuxième fois il comprend toujours pas, bon là, vous pouvez quand même essayer de reformuler. Vous n'êtes quand même pas là pour valider la capacité du sujet à comprendre vos consignes, mais plutôt sa capacité à utiliser l'outil. Alors, on essaye d'éviter. Le pré-test sert notamment aussi à ça, mais par contre, quand c'est nécessaire, on le fait. Ça arrive souvent pour les enfants, par exemple. Après, vraiment, là, quand on fait ça, il faut être attentif à ne pas, sans le faire exprès, aider le sujet. Il faut éviter d'employer des termes qui sont exactement ceux de l'interface ou de ceux qui sont dans la réponse attendue. Il ne faut pas aider le sujet. Alors ça, c'est vraiment strict et net, hein. À partir du moment où vous aidez le sujet, en fait, vous n'êtes plus capable d'analyser les résultats. Donc on considère échec ou non analysé. Euh, donc si vous aidez le sujet, c'est vraiment qu'il est en échec et qu'il n'est pas capable de trouver l'information. Parfois, quand on voit les sujets un peu transpirer, ils tâtonnent, ils savent pas trop comment faire, ils vous regardent avec un air un peu suppliant. Si vraiment ils sont en stress total, on les aide. Donc là, côté échec, si on sent qu'ils en sont pas très loin, on leur dit clairement, bah, écoutez, je peux pas vous aider. Essayez encore un petit peu, essayez encore 30 secondes. Si vous n'y arrivez pas, on le fera ensemble. Il faut que la distinction soit vraiment la plus nette possible. Il faut être silencieux pendant les tests. À part le fait de dire les consignes, l'idée, c'est de se faire oublier et d'éviter d'interagir avec le sujet. Plus on interagit, plus on a de risques de l'influencer et d'apporter des biais. Par contre, vous notez les difficultés qu'il a au fur et à mesure de son test. Et une fois que toutes les consignes que vous devez lui donner sont données, là, on passe au débriefing. Et là, par contre, on peut discuter comme on veut. L'idée, c'est de comprendre ce qui s'est passé. Donc, c'est ce qu'on voit ici, hein. Comme lors du débriefing, vous faites verbaliser les sujets sur les erreurs qu'il a pu commettre, hein, les erreurs commises. L'idée, c'est d'essayer de comprendre pourquoi le sujet a fait cette erreur et en quoi l'interface a favorisé la survenue de cette erreur. D'ailleurs, petit aparté, c'est une obligation réglementaire, hein. L'évaluation sommative vous demande de récupérer ce type d'informations-là. Alors, ça peut être les erreurs, mais ça peut être aussi les difficultés. La personne peut-être a réussi à faire ce qu'on lui demandait de faire, mais on sent que ça a été laborieux. Ça a été un peu plus long que prévu, la personne a hésité. Une action qui normalement aurait dû prendre 5 secondes, la personne a mis 30, 40, 50 secondes. Voilà. Donc attention à ces paramètres-là. Alors, on les fait verbaliser sur les difficultés, mais ça peut être aussi intéressant de les faire verbaliser sur les points positifs, hein. Ça fait toujours du bien au moral, et au moins on se dit, voilà, si tout le monde a été super content de cette partie-là, on peut aussi dire, voilà, cette partie, on la sanctuarise et on ne va pas apporter de modification. Là, on serait même dans le cas où ça serait risqué parce qu'on risquerait de faire
quelque chose qui serait peut-être moins bien alors que tout le monde a aimé auparavant. Et éventuellement, lors de la fin du débriefing, hein, on peut discuter aussi du sujet sur les améliorations. Le sujet pour vous dire, bah, ça aurait été bien de faire ça, pourquoi vous n'avez pas fait comme ça aurait été plus simple, plus intuitif. Alors c'est extrêmement intéressant de recueillir ces informations-là. Alors par contre, ça ne veut pas dire que si un sujet l'a dit, forcément, il faut le faire. Il faut quand même prendre beaucoup de recul par rapport à ce que les sujets disent, mais en tout cas, c'est une très bonne source d'information. Et enfin, classiquement, après un test, hein, donc vous avez la passation, le débriefing, et classiquement, on fait souvent un questionnaire post-test, à la fois sur la usability, hein, sur l'intuitivité de l'interface, est-ce que telle action a été facile ou pas, donc sur une échelle de 1 à 5, par exemple, ou alors les points qu'il a vraiment aimés ou les points qu'il n'a pas aimés en texte libre. Mais on peut aussi aller un peu plus loin que juste l'intuitivité pure, hein, ou la protection des erreurs. On peut aussi profiter de l'opportunité pour recueillir un peu son expérience utilisateur. Quelle émotion il a pu ressentir lors de l'utilisation du produit? Est-ce qu'il y a des choses est-ce qu'il a eu du plaisir, du déplaisir? Et voilà, donc quelque chose d'un peu plus large que l'ergonomie de façon très stricte. Alors, les difficultés que vous pouvez rencontrer pendant le test, c'est, bah, vous vous rendez compte pendant le test que finalement le sujet ne correspond pas à la cible. Alors, soit il y a une erreur de recrutement ou le sujet a menti, ce qui peut arriver, hein. Le sujet a envie d'avoir les chèques cadeaux à la suite du test, donc il peut avoir un peu exagéré certains paramètres. Donc là, l'idée, c'est que si vraiment ça sort du périmètre de ce que vous voulez faire, bah, vous ne l'intégrez pas dans les résultats. Vous les mettez un peu à part. Après, il y a deux cas de figure. Si on voit que la personne vraiment a été très malhonnête et a menti de façon éhontée, bah, on peut arrêter le test. À la limite, on la paye pas. On dit, bah là, vous avez pas joué le jeu et le test s'arrête. Parfois, si c'est une erreur de casting, le sujet, c'est pas de sa faute. Il est venu, il est de bonne foi. Donc là, souvent, on continue le test, on va jusqu'au bout, on le paye. Et après, voilà, on dit, on va avec le recruteur, on dit, bah attention, faites attention, parce qu'il y a parfois des sujets qui viennent qui sont pas vraiment dans la cible. Attention à ce que le sujet ne se mette pas en danger, c'est vraiment pas l'objectif, hein, du test. Alors en général, quand on évalue des dispositifs médicaux ou autres, les dispositifs sont désactivés, ils ne peuvent pas se blesser, mais bon, on n'est jamais à l'abri. Donc là, faut être très attentif. Si vous estimez qu'il peut y avoir un risque euh, physique ou psychologique, hein, donc là, il faut arrêter le test et il faut surtout préserver l'intégrité du sujet. Parfois, les sujets sont de mauvaise foi, ce qui est surtout le cas parfois avec des médecins, hein, qui ont aussi un orgueil très développé et qui ont tendance à se justifier avec des arguments un peu étranges. C'est pas simple à gérer, donc en général, dans ces cas-là, on le note et après, là, après c'est plutôt dans l'analyse des résultats. Vous dites, OK, le sujet, enfin voilà, vous l'expliquez que le sujet a peut-être un peu exagéré ou a peut-être pas dit exactement la vérité. Voilà, c'est des choses qui sont pas faciles à gérer, mais en tout cas, ça fait partie des choses qui arrivent. Le sujet est trop long. Là, vous avez un planning, hein, vous avez 6 tests de prévus. Vous avez le test dure 1 heure, vous mettez 1 heure et demie entre chaque test, comme ça vous avez une petite marge, ça vous permet aussi de faire une petite micro-pause. Parfois, vous avez des sujets qui vont être beaucoup trop longs. Donc, dans ces cas-là, en fait, pour éviter de se faire avoir par rapport à ça, on met des limites, en fait. On dit, par exemple, si au bout de 3 minutes, 4 minutes, le sujet n'a pas réussi à faire l'action, on le considère en échec. Ça évite de. Alors, ça peut être très frustrant pour le sujet, hein, même pour vous, hein. On a souvent ces difficultés-là quand les personnes sont âgées. On a même parfois un peu des scrupules à arrêter la personne parce qu'on sent que peut-être elle aurait pu trouver. Voilà. Quand on a le temps, on la laisse aller jusqu'au bout. Quand vraiment on n'a pas le temps, bah voilà, on met une limite et puis ça permet d'éviter de faire décaler tous les tests qui suivent par la suite. Le sujet peut se mettre à stresser. Donc ça, c'est des choses qui peuvent arriver. C'est une situation qui est quand même pas simple, hein. Le sujet se retrouve en situation de quasi-examen. On a l'impression qu'il passe un oral. Bon, voilà, il faut le rassurer au maximum. L'idée, c'est d'anticiper avant le test. Je vais expliquer que c'est pas lui qu'on évalue, c'est le dispositif. Il va faire des erreurs, c'est normal. Le produit n'est pas encore commercialisé. Voilà. Donc, si jamais le sujet stresse, vous sentez que ça il stresse vraiment fort, bah, il y a deux effets indésirables, hein. Déjà, c'est pas cool pour le sujet. Il n'est pas dans une situation très confortable. Et en plus, bah, les résultats, ils seront difficilement exploitables. Donc, dans ces cas-là, on fait une pause, on reprend un café, on essaye de discuter avec lui, on lui raconte une blague éventuellement. Et si vraiment ça va pas, bon, on arrête le test. Donc là, on essaye, c'est rare, mais ça peut arriver. Après, ça peut être l'outil qui fonctionne mal. Ça, on l'a vu tout à l'heure, hein. Donc l'idée, c'est d'avoir un plan B ou avoir quelqu'un qui peut vous dépanner. En tout cas, ça fait partie des choses qui malheureusement arrivent quand on teste des prototypes. Et enfin, bah, je terminerai avec cette diapo-là. Puis avec cette diapo-là, après, je vous laisserai poser vos questions. Bah, la dernière étape, c'est d'analyser et restituer.
Donc, quand vous analysez l'idéal, hein, ça c'est des obligations si de la réglementation, hein, si je me passe dans le cadre des dispositifs médicaux. Donc, vous pouvez avoir des données comportementales. Donc là, vous observez le comportement des sujets. Donc, ça peut être un taux de réussite, un taux d'échec, ça peut être des temps de réalisation. C'est important, hein, mais ça peut être aussi la présence de difficultés, ça on en a déjà parlé, mais aussi le point de vue subjectif du sujet. Donc ça peut être à la fois ses verbalisations pendant l'exécution, là si on s'il se met à râler ou s'il se met qu'est-ce qui se passe, je comprends pas, voilà, donc ça vous pouvez le noter, mais aussi les verbalisations pendant le débriefing, et ça peut être aussi les réponses au questionnaire. Donc là vous avez à la fois des données objectives, comportementales et données subjectives, et c'est vraiment les deux éléments qui vont faire que votre évaluation sera pertinente et complète. Une fois que vous avez fait ça, bah, il faut rédiger le rapport. L'idée, c'est de le partager. Le rapport, c'est pas juste pour vous. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir un rapport clair, facile à comprendre, avoir un rapport ergonomique, entre guillemets. Alors, la synthèse, elle peut se faire à travers plusieurs axes, hein. Ça peut être, si vous êtes dans le cas d'un dispositif médical, ça peut être par risque. Là, vous avez listé tous les risques et là, vous mettez un rapport, enfin, les graphiques d'analyse comportementale, les verbalisations structurées par risque. Mais ça peut être aussi par interface. C'est plutôt qu'on est en formative ou qu'on teste un produit qui n'est pas un dispositif médical pour lequel il n'y a pas d'obligation particulière. OK, bah, la page d'accueil, ou le système d'ouverture, ou alors telle fonction, telle partie du produit. Voilà, vous structurez les résultats par ça. Mais ça peut être aussi par use case, par cas d'usage, qui permet de passer à travers plusieurs risques ou plusieurs interfaces. Il y a pas de, il y a pas de méthode qui est meilleure qu'une autre dans l'absolu. Là, c'est vraiment au cas par cas en fonction de ce qui vous paraît le plus pertinent. L'idéal, quand on fait des tests, c'est de filmer. Alors, le film, hein, il a deux avantages, hein. Déjà, ça vous permet de revenir quand vous êtes en train d'analyser sur certains points très particuliers, parce que vous n'avez peut-être pas eu le temps de tout noter. Donc, ça vous permet de revoir certains points précis. Mais ça peut être aussi un bon support de com en interne. Voilà, vous faites une réunion, vous avez fait un rapport de synthèse. En complément, si vous avez animé une réunion de restitution, alors, vous ne pouvez pas montrer tous les 5 ou 10 heures de test, ça n'a aucun intérêt. Par contre, si vous avez fait un best-of des 10-20 minutes les plus pertinentes, voilà, c'est souvent très, très apprécié en réunion. Entre voir un graphique dans un rapport et de voir des personnes se prendre les pieds dans le tapis, ne pas réussir à faire telle ou telle action, ça n'a pas du tout le même impact sur le projet. Et enfin, bah, je terminerai par ça, avant de voir vos questions, c'est une fois que vous avez fait le test, vous décidez. Et principalement, les deux décisions, c'est quelles sont les modifications à apporter, surtout si vous êtes en cours de conception. Donc là, il y a un arbitrage à faire, hein. Alors souvent, c'est un rapport entre l'importance des difficultés, le coût que ça va prendre et le temps que ça va prendre dans le projet. Donc là, l'idée, c'est de discuter, de trouver le meilleur compromis possible. Et si vous êtes juste avant la commercialisation, l'idée, c'est de vous dire en fonction des résultats, des erreurs commises ou pas, des verbalisations des sujets, est-ce que vous estimez que le produit est suffisamment mûr pour être mis sur le marché ou est-ce que bah non, il y a encore des défauts et il faudrait mieux encore faire des modifications avant de se lancer dans le grand bain. Voilà, j'ai pas mal parlé. Je sais pas quelle heure il est. 38, parfait. On est dans le timing. Donc Fabien, je te donne la parole, hein. Est-ce que tu as pu Ouais. récolter quelques questions? Alors, on a eu quelques petites questions intéressantes. Donc, on a une première question de Pierre qui demande comment justifier de considérer ou de rejeter un retour lors d'un test utilisateur. Est-ce qu'on se base uniquement sur les risques? Alors, rejeter une erreur, un retour lors d'un test. En fait, alors si là, je pense que ça doit être dans le cadre d'un dispositif médical. En fait, on peut déjà distinguer deux éléments. Est-ce que c'est une erreur d'utilisation, c'est-à-dire que la personne était de bonne foi, mais n'a pas compris l'interface, n'a pas compris ce qu'il fallait faire. Donc là, normalement, vous avez l'obligation de l'intégrer. Il y a une autre alternative, c'est si vous êtes dans le cas d'une utilisation anormale. Donc là, le sujet avait parfaitement conscience de ce qu'il fallait faire et par contre, il a volontairement fait autrement. Par exemple, il doit mettre des gants et il s'est dit, bon, moi je sais que je dois mettre des gants, mais j'en ai rien à faire, je le fais sans gants parce que j'ai pas envie de m'embêter avec ça. Donc dans ces cas-là, il faut le documenter. Mais c'est traité à part. On considère que c'est pas de l'ergonomie, c'est plus le sujet avec son libre arbitre qui a décidé de faire autrement. On n'est plus dans de l'intuitivité, par exemple. Après, il y a parfois, ça rejoint, parfois on rejette des éléments quand le sujet est de mauvaise foi, ça on a un petit peu parlé. Bon, ça rejoint l'utilisation normale, hein. Ou alors quand c'est une erreur de casting, on voit que le sujet il est un peu borderline.
Normalement, dans ces cas-là, on peut rejeter. Mais en tout cas, il faut le tracer, il faut dire, voilà, il y a eu tel comportement, on l'a exclu, on ne l'intègre pas dans les résultats. Idéalement, faut le tracer. Alors ensuite, on a une question de la structure de la société Badux qui nous demande où on trouve nos testeurs, les testeurs, et comment on les rémunère. En fait, là, on fait appel à des recruteurs. Donc, on fait principalement deux catégories, hein, du grand public, enfin trois catégories, du grand public, tout venant, des patients, donc qui sont porteurs d'une pathologie particulière, ou des professionnels de santé. Donc là, on faisait avant, on a externalisé maintenant cette prestation, parce qu'il y a beaucoup d'obligations réglementaires. Et, notre partenaire principal, c'est la société Simplicity, hein, qui est d'ailleurs dans nos locaux et qui s'occupe de ça pour nous. Donc éventuellement, on pourra vous donner leurs coordonnées par la suite. Au niveau de la rémunération, en fait, c'est la société les rémunère. Alors pour les professionnels de santé, c'est des virements bancaires avec toutes les déclarations officielles. Et pour le grand public, c'est principalement des chèques cadeaux. Alors ensuite, on a une question de Vincent qui nous dit, vous parliez d'utilisateurs naïfs. Oui. Qu'en est-il de l'amélioration du produit avec le développement de nouvelles features, par exemple robot de chirurgie amélioré pour cibler un nouvel organe cible? Et il précise, le produit est le même, mais son workflow peut évoluer ainsi que certains de ses composants, par exemple le hardware, software, etc. Alors ça, c'est une bonne question, hein. Donc, c'est justement dans ce cas-là où on fait un mix en fait. On ne peut pas prendre que des sujets qui ne connaissent pas du tout le dispositif parce que déjà ils sont peut-être difficiles à trouver. Et en plus, les sujets qui connaissent le produit ont des attentes particulières, voire même ont des automatismes. Donc en général, dans ces cas-là, on essaye de faire un mix des deux. Donc des sujets qui découvrent le dispositif et également des utilisateurs qui connaissent déjà. En plus, on sait que les risques ne sont pas les mêmes, hein. Parfois, on se rend compte que des utilisateurs qui connaissent déjà l'ancienne version du produit ne font pas les mêmes erreurs. Euh, et parfois, ils n'ont pas détecté qu'il y avait des améliorations nouvelles et ont tendance à foncer. Et c'est là où il y a des erreurs particulières. À l'inverse, des personnes qui ne connaissent pas sont peut-être plus scolaires, entre guillemets, vont peut-être faire plus attention. En tout cas, les deux, en général, on essaye de faire un mix entre des personnes qui connaissent, des personnes qui ne connaissent pas quand c'est une évaluation. Après, il y a aussi, alors quand c'est une évaluation mineure, ce qui peut être fait, ça dépend de l'ampleur de la modification. Il y a des procédures décrites dans le guidelines de la FDA. Il y a notamment 4 questions types, hein, où là, c'est plus sous forme d'entretien avec les utilisateurs actuels du produit et vous essayez de checker avec eux est-ce que les nouvelles interfaces sont pertinentes ou pas. Mais là, on sort un peu du cadre du test utilisateur. Donc, on pourra en discuter avec vous, hein, si vous voulez, si le sujet vous intéresse. Mais là, je ne vais pas passer trop de temps, c'est vraiment des points très particuliers. Alors, on a Séverine qui nous parlait des tests en conditions calmes et elle demandait si c'était exact l'utilisation prévue du produit est en conditions différentes. Donc, est-ce que si c'est stressant ou bruyant, est-ce que c'est différent? Ah ouais, alors merci Séverine pour cette très bonne question. Et en fait, vous avez parfaitement raison. En fait, quand j'ai dit lieu calme, c'est vrai que c'est ce qu'on essaye de faire classiquement parce que c'est le contexte le plus fréquent. Mais en fait, pour être parfaitement précis, alors si on se met dans le cadre, hein, de l'aptitude à l'utilisation, dans la première étape, le chapitre 5.1, vous devez spécifier le contexte d'utilisation. Donc c'est la spécification d'utilisation. Et parmi les éléments importants à identifier, c'est dans quel contexte le produit va être utilisé. Et vous devez même décrire tous les critères du contexte, en fait. Et effectivement, si vous avez identifié des perturbateurs qui arrivent classiquement dans l'utilisation, il faut les identifier et il faut les recréer lors du test utilisateur. Ça peut être des ambiances sonores, ça peut être effectivement du bruit, ça peut être des vibrations, ça peut être une lumière forte, une lumière faible. Ça peut être aussi des distractions. Moi, j'ai déjà fait des tests où les sujets étaient volontairement interrompus plusieurs fois parce que ça correspond à ce qui se passe dans la vraie vie.
Donc effectivement, si vous avez identifié que dans l'utilisation de votre produit, il y a du bruit, et qu'en plus le bruit est important parce que vous avez des feedbacks sonores, par exemple, ça peut être une alarme, ça peut être un clic, un mécanique ou autre, bah, effectivement, il faut recréer cet élément-là dans votre évaluation. Euh, Donc, on a déjà fait des tests, par exemple. Alors, c'est amusant, hein. Donc, on devait tester des produits qui étaient portés par les patients et qui pouvaient générer des alarmes, hein, dans la vie de tous les jours. Mais en fait, dans le protocole, on leur a même fait prendre les transports en commun. On devait boire un verre en terrasse afin de voir si, dans ces contextes particuliers, bah, l'ergonomie était toujours valide. Bon, c'est des cas un peu extrêmes, mais l'idée, c'est de recréer effectivement l'environnement pour avoir une certaine validité des résultats. D'ailleurs, on a eu une question de Manon, hein, qui parlait de la question qu'on a eue tout à l'heure sur les utilisateurs naïfs et qui se demande si c'est inacceptable ou comment est-ce justifiable d'avoir 100% des participants qui utilisent déjà une ancienne version du produit et de ne pas avoir d'utilisateurs naïfs, novices. Alors, si je me mets dans le cadre de la norme, hein, de la 62-366, vous devez, alors depuis l'amendement de 2020, vous devez argumenter, vous devez décrire les personnes que vous recrutez pour vos évaluations et vous devez argumenter en quoi le profil des personnes que vous recrutez est pertinent. Donc, il n'y a pas d'obligation de 100% naïf, de 100% utilisateur actuel ou autre. C'est juste que vous devez décrire et argumenter. Après, les bonnes pratiques, alors du coup, je vais me répéter un peu, si possible, c'est d'avoir à la fois des personnes naïves et des personnes qui connaissent déjà l'ancienne version du produit. Voire même parfois, on prend des naïfs, des personnes qui connaissent votre produit, et voire même des personnes qui connaissent peut-être un produit de la concurrence qui est très courant. Ça fait partie aussi de l'utilisation. Voilà, en tout cas, l'idée, c'est de décrire votre choix et les argumenter. Du coup, ça peut un peu faire le lien avec une question qui a été posée, c'est combien de sujets euh, doit y avoir pendant les tests? Est-ce qu'il y a un nombre minimal de sujets? Alors, Et là, est-ce que les organismes notifiés ont des des prérequis requêtes, par rapport à ouais, ça. des prérequis? Alors, effectivement, là, il y a des nombres d'utilisateurs qui sont enfin, préconisés pour les tests formatifs, sommatifs. Pour les tests formatifs, ce qui est préconisé, c'est entre 5 et 8 utilisateurs par session, par groupe d'utilisateurs. C'est-à-dire que si vous avez des groupes très différents, un patient et un médecin, bah, ça serait deux fois. Vous multipliez tout par deux, par exemple. En sommative, la guidelines vous préconise 15. Alors après, ce n'est pas une obligation normative. C'est-à-dire qu'en fait, légalement, enfin, d'un point de vue réglementaire, vous n'avez pas l'obligation de prendre 5-8 en formative et 15 en sommative, mais on va dire que c'est un état de l'art qui est très largement partagé. En Europe et aussi aux États-Unis, de toute façon, les chiffres 5, 8 et 15 citent les guidelines de la NCME H75, hein, qui sont américains. Euh, mais voilà, l'idée, c'est que si jamais vous faites moins de 15, vous sortez de la partie état de l'art, en fait. Et après, éventuellement, ça, c'est libre à l'auditeur, il peut vous le reprocher ou pas. Après, pour répondre plus précisément à la question, c'est très souvent scruté en évaluation sommative. Donc là, on retrouve toujours le chiffre 15 utilisateurs par session, enfin par groupe utilisateur, surtout pour les produits. Alors après, il y a une notion de cadrage de l'effort, hein, pour les produits qui n'ont pas encore été testés et qui ont une certaine sévérité potentielle par rapport à l'erreur. Pour les formatives, là, c'est beaucoup moins identifié. Disons que les formatives, c'est plus pour vous, pour le fabricant. Et là, ça va être le chiffre 5 à 8 est beaucoup moins présent que le chiffre 15 en sommative. D'ailleurs, si on reprend même la liste des éléments obligatoires, alors contrairement à ce que je pense, j'ai une petite coquille dans ma diapo, le protocole formatif pour les tests n'est même pas obligatoire, alors que pour la sommative, ça l'est. Voilà, donc 5-8 pour la formative, c'est pas forcément un chiffre très, très souvent identifié. Par contre, 15 en sommative, là, même si c'est pas une obligation légale, c'est très fortement admis. Et on a le même mécanisme avec la FDA. La FDA vous dit dans les guidelines, bon, je vais le simplifier un peu, mais ils vous disent, le fabricant détermine le nombre de personnes à mettre dans le test, mais il est complètement admis qu'il faut en prendre 15. Voilà. Mais concrètement, voilà, vous prenez un risque si vous prenez moins de 15.
Et donc, dans la continuité de cette question, Manon, elle demandait si, s'il faut reprévoir une évaluation sommative si le nombre de participants requis n'est pas atteint. Si des tests sont non conformes ou si on doit mettre en place des actions à l'issue de l'évaluation. Est-ce qu'il faut retester les interfaces modifiées, par exemple des notices? Ouais, alors c'est une bonne question. Il y a beaucoup de questions en une seule. Alors, je vais essayer de les prendre une par une. Est-ce qu'il Euh, faut reprévoir une évaluation ouais. sommative Alors, déjà? en fait, si vous avez évalué votre interface et qu'il y a certaines parties de l'interface qui n'ont pas été, qui n'ont pas été bien utilisées, où il y a eu beaucoup d'erreurs, ou beaucoup de commentaires négatifs pour les sujets, et que les risques associés à ces erreurs, ont une gravité importante, la réponse de l'algorithme, enfin de la suite de la norme, vous estimez qu'il y a une amélioration nécessaire applicable. Donc vous faites votre modification et là vous devez retester la modification, tout au moins la partie qui a posé problème. Alors après, la question qui peut se poser, c'est combien de personnes et quel profil prendre pour l'évaluation de la modification. Alors normalement, eh ben, déjà, il faudrait ne pas reprendre des personnes qui ont fait les tests, donc il faut prendre des sujets neufs, entre guillemets. Après, là, même s'il n'y a rien qui est marqué vraiment dans les normes et guidelines, hein, mais souvent, ce qui se passe, c'est que pour le retest, on prend 10 sujets au lieu de 15. Voilà. Donc, c'est quand même important, hein, en fonction du profil, même 10 chirurgiens, ça peut être très compliqué à recruter. Mais voilà, mais ça adoucit un petit peu la peine, entre guillemets. Voilà, mais c'est plus une pratique qui est notamment faite pas mal aux États-Unis. Et après, c'est toujours par rapport à l'importance de la modification. C'est toujours pareil. Il y a pas, dans la norme, vous décrit des procédures pour cadrer l'effort. Après, c'est pas tout blanc, tout noir, hein. Si jamais vous avez une modification mineure à apporter à l'interface et que les erreurs étaient finalement pas si nombreuses que ça et que la conséquence n'est pas si grave, vous pouvez éventuellement mettre en place des méthodes alternatives, mais normalement, si vous l'avez testé en sommative et que vous faites la modification, en général, c'est qu'il y a comme des risques importants. Donc là, en général, la bonne pratique, c'est comme de retester. Je pense que ça répond à la question. Pour Est-ce, le moment, c'est tout pour les questions. est-ce qu'il y a d'autres questions? J'espère que ça vous a éclairci certaines choses. Alors. Oui, il y avait aussi, oui, faut-il prévoir Ah, une ça, évaluation c'est ce que tu viens de répondre. si le nombre de participants est non conforme. Donc en fait, si vous n'avez pas réussi à recruter les 15 pour le test, alors effectivement, parfois c'est compliqué de tester 15 personnes, hein. Alors là, encore une fois, 15 c'est l'état de l'art, c'est pas une obligation normative. Ce qui peut être fait, alors ce qui arrive parfois, hein, ce qu'on fait parfois pour compenser le fait qu'on soit pas arrivé au 15 sujets, c'est qu'on compense en mettant d'autres méthodes qui viennent compléter un peu les résultats. Ça peut être le classique, c'est vous avez fait des investigations cliniques ou vous avez fait des tests sur animaux, sur cadavres, hein, si c'est un dispositif lié à la chirurgie par exemple. Alors, vous pouvez faire un retour d'expérience auprès des personnes qui ont participé à ces études-là. Donc, vous pouvez faire par exemple des entretiens ou vous pouvez faire passer des questionnaires auprès des chirurgiens ou infirmiers qui ont participé à l'investigation clinique. Alors, ça ne remplace pas un test utilisateur, hein, parce qu'il y a pas mal de biais, hein. Les personnes sont peut-être plus entourées, mieux formées que dans la moyenne. Les sujets, les patients ont été sélectionnés, on ne les met pas forcément toujours par rapport à en confrontation avec des cas critiques. En tout cas, c'est considéré comme un bon complément. Donc, en résumé, hein, si vous n'avez pas pu atteindre, parce que parfois techniquement c'est compliqué, les 15 sujets, vous en avez fait 7-8 par exemple, et que vous avez l'opportunité de faire des entretiens auprès de cliniciens qui ont fait de l'investigation clinique, ça peut être un très bon complément. C'est même d'ailleurs décrit hein, c'est même listé dans les normes éligibles, entre guillemets, par rapport à l'évaluation sommative. Alors, pour rappel, hein, quand vous prenez l'évaluation sommative hein, de votre dispositif médical, la méthode de base la plus efficace, c'est les tests utilisateurs avec 15 sujets. Là, vous êtes au top de l'état de l'art.
Mais après, si vous allez dans le tableau, alors de mémoire, je pense que c'est le tableau D1 du guide d'application de la 62366-2, vous avez d'autres méthodes qui sont éligibles à l'évaluation sommative. Et dans ces méthodes, vous retrouvez notamment les advisory panel review, les entretiens, les observations. Notamment, c'est ce qu'on fait classiquement, notamment suite aux investigations cliniques. Alors, il y a Pierre qui a ajouté une nouvelle question et qui demande pour un dispositif médical, la nécessité d'une évaluation sommative est-elle conditionnée par le risque lié au DM? Oui, alors c'est pas dit comme ça dans la norme. Alors, il y a des normes qui sont en cours de relecture aux États-Unis qui vont un peu dans ce sens-là. En fait, si vous voulez, dans la norme, vous avez dans la première partie, vous faites la spécification d'utilisation, vous analysez les risques, et après, si vous prenez l'étape 5.5 de la norme, vous devez sélectionner les risques associés, enfin, vous devez sélectionner les risques que vous allez passer en test utilisateur pour la sommative. Si vous, alors vous devez mettre votre seuil, hein, vous dites, alors si dans la 62-366, il n'y a pas de seuil prédéfini, c'est au fabricant de définir le seuil. En général, on met les risques moyens ou forts et supérieurs. Si on prend la FDA, ils sont un peu plus précis, ils disent que pour l'évaluation, les risques associés à des risques critiques qui ont un impact sérieux sur le patient doivent être sélectionnés. Donc après, vous pourrez, alors c'est pas des choses qu'on voit très souvent, mais en fait, je pense qu'il y a aussi un filtre, hein, parce que les clients qui viennent nous voir ont forcément des risques importants la plupart du temps. Mais vous pourriez éventuellement argumenter que bah, vous avez défini un seuil au-delà duquel vous ferez des évaluations sommatives, et vous pouvez dire, bon, OK, bon, on a identifié tous les risques, on les a cotés, et bah, ils sont tous en dessous du seuil. Donc éventuellement, vous pourriez argumenter de ne pas faire de sommative. Alors après, c'est pas forcément quelque chose que je vous recommande, hein. Il y a un côté un peu extrémiste. Éventuellement, si vous estimez que tous vos risques sont quand même assez faibles, là, je vous recommande plutôt, dans le cadre du cadrage de l'effort, de peut-être faire une sommative, mais peut-être un peu plus light. Peut-être avec moins de sujets ou avec des entretiens, avec moins de sujets. Mais bon, même si dans l'absolu, le mécanisme de la norme vous permet de dire il n'y a aucun risque qui part en sommative, du coup, vous en faites pas. Mais après, encore une fois, c'est un mécanisme que permet la norme. J'ai jamais rencontré de fabricant qui l'ait fait. Après, ça peut, mais c'est peut-être parce qu'ils viennent pas à nous, hein, tout simplement. Alors, on a Sylvia qui nous a écrit kit des tests patients requis dans la partie patient des SSCP et cartes implants, notamment sur le domaine des dispositifs médicaux implantables orthopédiques. Réaliser un test de lecture et compréhension sur un groupe de personnes non potentiellement visées par le dispositif est-il problématique? Ah oui, donc c'est le fameux cas des tests pour les SSCP. Donc on parle bien des SSCP patients, Oui. hein. Alors après, alors pour les cartes d'implant, déjà, les cartes d'implant, effectivement, font partie des interfaces utilisateurs. Donc là, je dirais qu'on va avoir le même mécanisme, hein, que les réponses que j'ai fait auparavant. Vous devez identifier les risques liés aux erreurs d'utilisation par rapport à votre carte d'implant. Et si vous estimez que les risques sont quand même importants, parce il y a une perte de traçabilité, ou alors parce que les patients ne vont pas voir le SSCP ou les notices patients, donc là, vous pouvez décider de faire un test. Dans ce cas-là, on donne les cartes aux patients, on regarde ce qu'ils la comprennent, est-ce qu'ils arrivent à aller sur le site web, est-ce qu'ils arrivent à télécharger la notice, par exemple, ce genre de choses. Donc, ces choses qui se font, on a fait beaucoup d'évaluations de cartes d'implant lors des tests utilisateurs, mais encore une fois, c'est pas systématique, c'est à vous de décider si vous estimez que les risques associés à une erreur de la part du patient sont suffisamment critiques pour nécessiter ce type d'investigation. Et il y avait aussi le cas de la SSCP. Alors, la SSCP, c'est un peu particulier. C'est vrai qu'il est demandé à faire une évaluation de la lisibilité de ce type de document, notamment pour les patients. Effectivement, le test de lisibilité peut se faire par des tests. C'est vrai qu'on a déjà fait assez souvent, enfin, on a déjà fait plusieurs fois ce type d'évaluation. Donc voilà, donc l'idée, la méthode du test s'applique très bien. Vous donnez des consignes au sujet, vous leur demandez est-ce qu'ils trouvent l'information. Une fois qu'ils l'ont trouvé, les sujets, vous leur demandez est-ce qu'ils l'ont compris, est-ce qu'ils arrivent à verbaliser l'information qui était trouvée. Et cette méthode-là s'applique très bien. Même si en creusant un petit peu, il n'y a pas de, il cite pas clairement les tests, mais en tout cas, quand on regarde les tests, ce qui se fait notamment dans le domaine pharmaceutique, hein, ça ressemble un peu à des tests de notice. La méthode des tests utilisateurs s'applique plutôt pas mal.
Alors, n'hésitez pas à me dire hein, si j'ai répondu à vos questions ou pas. C'est vrai que là, on n'a pas fait le retour son parce que vous êtes nombreux. Alors, c'est un peu frustrant de ma part. Je sais pas si ça me fonctionne ou pas. N'hésitez pas à nous le dire. Pas de questions. Bah, écoutez, il est 11h59. Alors, on est parfait au niveau timing, hein. Bah, écoutez, merci beaucoup. On a une dernière question Dernière question. de Nathalie qui demande, doit-on tester le produit en même temps que le manuel utilisateur? Alors, ça dépend. C'est à vous de décider. Effectivement, le manuel utilisateur fait partie des interfaces utilisateurs. Et après, c'est à vous de décider si vous donnez le manuel en même temps que le dispositif. Et l'idée, c'est de se coller. Il faut le décrire dans le protocole. Et l'idée, c'est de se coller au mieux à la réalité du terrain. Si c'est un dispositif à usage unique, il est dans une boîte, il a sa notice. Bah, du coup, là, vous mettez la notice et le test se fait classiquement avec la notice, hein. Là, vous laissez le sujet se débrouiller et après, vous voyez s'il la regarde ou pas. Dans ces cas-là, ce qui peut se passer, c'est que effectivement, le sujet ne lit pas la notice parce qu'il a la flemme, parce que c'est pas quelque chose qu'il fait habituellement. Et de toute façon, on lui a demandé d'être naturel, donc il est naturel. Et comme dans la vraie vie, il ne lit pas la notice, bah, il va pas le lire. Donc là, bah, vous observez le comportement tel qu'il se produit, hein. Vraiment, l'objectif des tests, c'est d'essayer d'identifier comment les personnes utiliseront le produit dans la vraie vie. Parfois, ça peut être comme un peu frustrant parce que vous dites, on s'est comme embêté à faire des explications dans la notice, on a fait des schémas, et c'est un peu dommage de même pas savoir si le sujet qui prend la peine de lire le comprend. Donc, ce qu'on fait, nous, classiquement, c'est que, en fait, on les met dans la situation la plus naturelle possible. On met la notice si elle est présente dans la vraie vie. On regarde est-ce que le sujet fait l'erreur ou pas, est-ce qu'il a utilisé correctement le produit. Et il y a un cas particulier où si le sujet voit la notice, décide de ne pas la lire, fait une erreur d'utilisation, donc là on cote erreur, hein, voilà, c'est documenté dans votre rapport de test. Par contre, on lui demande, lors du débriefing, on lui demande de rejouer, de refaire l'action, mais cette fois-ci on l'oblige à lire la notice. Et comme ça vous permet comme d'avoir une évaluation de votre notice. Vous verrez dans ces cas-là, si la personne avait pensé, enfin avait pris le temps ou a fait l'effort du ralenti, est-ce que la personne aurait trouvé l'information pertinente et est-ce que ça l'aurait aidé, est-ce qu'elle l'aurait comprise, est-ce que ça l'aurait aidé à avoir une utilisation correcte du produit. On retrouve les trois étapes, hein, alors je fais une aparté, on retrouve les trois étapes requises par la norme quand vous faites une évaluation de notice ou d'information. De manière générale, il faut s'assurer que le sujet ait bien vu l'information, qu'il ait bien comprise et que ce qu'il a compris l'aide à avoir finalement le bon comportement et l'aide à ne pas faire l'erreur. Et après, si vous estimez que la notice ne sera pas présente classiquement avec le dispositif, ce qui peut être le cas pour un moniteur de bloc, par exemple, hein, on sait très bien qu'au bout de quelques semaines, la notice est plus accessible. Bah là, vous pouvez, et c'est des choses qui se font parfois, vous pouvez décider de faire le test sans la notice. Et après, vous êtes dans le cas de qui peut le plus, peut le moins. Si les sujets arrivent à l'utiliser sans notice, c'est que c'est suffisamment intuitif et que c'est validé. Mais après, c'est vraiment au cas par cas. Vous essayez d'être dans la situation la plus réaliste possible et vous le tracez dans le protocole. Ok. Voilà, il y a la traduction. Il y avait Vincent qui avait reposé une question. Donc, lorsque des IFU déjà validés sont traduits dans une nouvelle langue, faut-il le retester avec des utilisateurs maîtrisant cette langue? Non, il n'y a pas d'obligation dans ce sens-là. Alors, dans l'idéal, ça serait bien, hein. Sauf qu'en fait, ça serait juste un cauchemar. Vous avez les 22 langues à tester. Ça vous fait 22 campagnes de test. Moi, je connais aucun fabricant qui s'est amusé à faire ça. En général, on teste dans un pays avec une langue, et puis après, bah, c'est traduit. Après, on est plus dans la problématique de validation de la traduction, d'être sûr que la traduction soit bien faite et qu'elle a été relue, faite par un natif, qu'elle soit relue par un natif et que ça correspond bien à l'intuitivité du sujet. Et là, après, on est plus dans une surveillance post-production. Ça peut être intéressant de s'assurer, de vérifier que, au cours de la vie du produit, il n'y a pas de problématique liée à la traduction. Parce qu'effectivement, une mauvaise traduction peut générer des erreurs d'utilisation. Après, dans certains cas particuliers, pour des très gros dispositifs, bah, pour aussi des fabricants qui ont du budget, on voit parfois des tests dans 3, 4 pays différents. Mais voilà, personnellement, j'ai jamais vu de tests dans plus de 4 pays différents, dans 4 langues différentes, avant la mise sur le marché d'un produit. En tout cas, dans le contexte européen. Euh,
Ok, c'est bon. Pour le moment, on n'a pas eu d'autres questions. Donc, Sylvia qui nous remercie. C'était- ok. Bah, merci à vous. Donc merci pour vos questions intéressantes. J'espère que ça vous a plu. De toute façon, nous, on va publier la vidéo, donc n'hésitez pas là, comme vous avez participé, vous aurez un message qui vous indique la disponibilité. En tout cas, si vous avez d'autres questions, ou si vous voulez qu'on discute éventuellement de vos projets ou autres, vous avez nos coordonnées, donc n'hésitez pas à nous recontacter pour qu'on puisse voir ça au cas par cas. Et aussi, n'hésitez pas, c'est notre premier webinaire, donc l'idée c'est qu'on aimerait bien en faire d'autres. Donc n'hésitez pas aussi à nous solliciter des sujets. Donc on a fait un test parce qu'on sait que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde, mais si vous avez d'autres questions sur l'ergonomie ou sur l'aptitude à l'utilisation, n'hésitez pas à nous en faire part et ça nous aidera à trouver des autres idées pour les prochains webinaires. En tout cas, bah, merci à tous. Bonne journée, bon appétit. Et puis bah, j'espère à bientôt. Et je salue particulièrement les gens que je connais personnellement. C'est un peu frustrant de ma part de ne pas pouvoir vous parler directement, mais voilà, n'hésitez pas à me contacter pour qu'on puisse échanger.